je vais vous parler du soutien à l'emploi dans le milieu ordinaire, l'emploi compétitif dans le milieu ordinaire. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le programme Socrate Emploi Formation, vous tapez l'Abiso cahier 132 et vous tombez sur Internet sur un cahier qui a été fait par une journaliste qui a passé plusieurs jours dans notre programme, et vous avez des statistiques, la façon de travailler. Et donc, ce programme existe depuis 2006, et depuis 2006, nous utilisons l'approche de l'Université de Boston. Marianne Farkas, je veux dire, je la connais, elle, depuis 12 ans, et donc, voilà, nous développons cette approche, et encore maintenant, nous enseignons et développons cette approche, mais depuis 2011, nous tentons d'intégrer les principes du modèle IPS de soutien en emploi. Alors, pourquoi le modèle IPS du soutien en emploi en psychiatrie? Je veux dire, la littérature scientifique, je veux dire, abonde d'articles, en tout cas, c'est le seul modèle qui s'est confronté à la méthode scientifique, et vous avez de par le monde de très nombreux articles d'études en double aveugle comparant cette pratique du soutien à l'emploi type IPS avec les méthodes traditionnelles de réinsertion professionnelle, et à chaque fois le modèle IPS, je veux dire, démontre de meilleurs résultats que les pratiques traditionnelles, peu importe le pays, peu importe, je veux dire, le système économique ou le niveau, je veux dire, de santé d'économie des pays. À chaque fois, si on compare les deux modèles au travers d'études randomisées, à chaque fois, ce modèle IPS démontre de meilleurs résultats pour l'accès et le maintien en emploi des personnes avec une incapacité psychiatrique sévère. Alors, ma conviction, dans l'offre de services du système de santé mentale, un service devrait être disponible pour les personnes avec une maladie mentale sévère, le soutien en emploi, pour les usagers qui désirent se réinsérer dans le monde du travail. Et donc, Marianne Farkas vous a parlé de la vision du rétablissement. Il y a des petites histoires de rétablissement. L'idée dans le rétablissement, c'est que les personnes puissent récupérer des rôles sociaux valorisants dans les environnements ordinaires. C'est vrai que beaucoup de personnes avec une incapacité psychiatrique, avec une maladie mentale comme la schizophrénie et troubles bipolaires, souhaitent se réinsérer dans le monde du travail et souhaitent se réinsérer dans des emplois ordinaires, compétitifs dans le milieu ordinaire. Si on considère le taux d'emploi dans le milieu ordinaire des personnes avec une maladie mentale sévère, le taux d'emploi, selon les études, est de 10 à 20%. Pour la population générale, le taux d'emploi tourne autour de 65%. Des personnes handicapées en général, le taux tourne autour de 40%. Ça veut dire que si on a un handicap psychique, je veux dire, eh bien, il est moins facile d'accéder au milieu ordinaire du travail que si si on prend en considération le handicap en général. Que propose le système des soins de santé mentale comme forme d'aide pour l'accès et le maintien dans un emploi ordinaire? Alors, la plupart, je veux dire, modèle classique de réadaptation professionnelle, c'est qu'on met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans la préparation, développement de pré-professionnels, d'habiletés, et donc l'essentiel de l'énergie, des moyens financiers, du personnel est mise dans la préparation, et très peu dans la phase finale qui est en fait la plus difficile, c'est aller sur le marché de l'emploi et tenter, je veux dire, d'obtenir un emploi et de le garder. Ce qu'on appelle le soutien en emploi, le mot anglais supported employment, c'est l'inverse. C'est que la préparation, on la réduit au maximum, à la limite même, on saute cette phase de préparation et on va directement avec la personne
au contact des employeurs sur le marché du travail, hein, pour l'aider, je veux dire, à choisir, à obtenir et à garder surtout un emploi dans le milieu ordinaire. Et donc les moyens sont mis dans ces phases de placement, hein, et de maintien dans l'emploi. Et donc, cette pratique du soutien en emploi n'est pas propre à la psychiatrie. Donc, elle a été développée depuis de nombreuses années pour un tout public fragilisé, désavantagé dans les procédures traditionnelles d'embauche. C'est une démarche individualisée, active et volontariste, centrée à la fois sur la personne et sur l'employeur. C'est une recherche rapide d'un emploi compétitif, on saute la phase de préparation. On est dans le milieu ordinaire du travail et le marché caché de l'emploi. Le marché caché de l'emploi, c'est tous les emplois qui existent, mais on ne les découvre pas, je veux dire, dans les journaux, les publics, c'est au travers des contacts directs avec les employeurs, je veux dire, que l'on découvre ces emplois. Donc on n'est pas, c'est pas des emplois en noir, hein, le salaire en noir, on est dans ce qu'on appelle, j'ai découvert ça, le marché caché de l'emploi. Et donc on s'adresse plus à des petites moyennes entreprises. Je veux dire, on est à aller, hein, je veux dire, sur le terrain d'emploi au contact des employeurs. Et l'accompagnement est de durée indéterminée. Et donc en psychiatrie, vous avez ce fameux modèle IPS, hein, Individual Placement and Support. Et donc vous avez une personne, hein, qui est accompagnée par un spécialiste en emploi, et qui va l'accompagner, hein, pour choisir, obtenir et garder, et en mettant, donc, en travaillant dès le départ dans le milieu ordinaire du travail, et à l'aider à obtenir, garder son emploi. Mais on voit aussi que dans ce modèle IPS, le spécialiste en emploi est intégré à l'équipe clinique, c'est-à-dire à ceux qui s'occupent du traitement de la personne. Et donc ça, c'est la grande particularité. Le spécialiste en emploi, dans le modèle IPS, le spécialiste en emploi fait partie d'une petite équipe de spécialistes en emploi avec un leader coordinateur. Donc une petite équipe de spécialistes, comme chez nous, à l'hôpital de jour, comme à l'équipe IPS Douglas à l'Université de Montréal, par laquelle on se fait superviser. Ils sont 4 spécialistes en emploi, la responsable c'est Marie-Sylvie Saint-Pierre, et chaque spécialiste en emploi est intégré dans une des équipes cliniques, que ce soit l'hôpital de jour ou dans la clinique pour jeunes adultes schizophrènes. Donc ils sont intégrés dans les équipes cliniques. Chaque spécialiste en emploi gère le suivi de maximum 20 bénéficiaires. Chaque spécialiste en emploi dispense l'ensemble des aides et est dans l'emploi pour ses bénéficiaires. Et donc, effectivement, c'est pas un métier facile, et donc il faut avoir la capacité d'orienter, placer, évaluer, développer, maintenir, hein, chaque client que l'on a. Les spécialistes en emploi ne délivrent que des services en rapport avec l'emploi, et le spécialiste en emploi s'intègre à l'équipe clinique du bénéficiaire, partageant des décisions. Donc voilà, Boston, c'est dans le Massachusetts. Ici, Dartmouth, c'est pas très loin, hein, et donc il y a vraiment des liens entre le modèle IPS, hein, de soutien en emploi, et le modèle de Boston, le modèle choisir, obtenir, garder, soutien en emploi. Et donc le modèle IPS du soutien à l'emploi est un modèle clinique d'intégration au travail, élaboré par Deborah Becker et conceptualisé et validé par le groupe de Robert Drake, psychiatre au Dartmouth Medical School. Et donc, je veux dire, c'est un professeur de psychiatrie qui, dès le départ, a conceptualisé ce modèle, et là, je veux dire, on a dégagé les principes pour, dès le départ, le confronter à la méthode scientifique, aux études cliniques. Et donc le modèle IPS est une approche clinique de la réinsertion professionnelle dans le sens qu'il se définit comme un service proposé par le secteur de la santé mentale. Et par exemple à Douglas, hein, à Montréal, il y a 10 ans, plutôt que de créer un centre d'activité pour patients avec problème de schizophrénie, de psychose, ils ont décidé d'utiliser cet argent à créer une équipe IPS. Et donc, hein, comme un service proposé par le secteur de la santé mentale, et qu'il intègre le spécialiste de l'emploi à l'équipe clinique et le projet professionnel au plan de traitement de la personne. Voilà.
Et donc le modèle IPS est reconnu depuis 2001 comme une evidence-based practice. Dans les très nombreuses études effectuées aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons et européens, le modèle IPS a toujours démontré sa supériorité par rapport aux autres formes de réadaptation professionnelle en psychiatrie, en termes d'accès et de maintien dans un emploi compétitif, ainsi que ses avantages économiques sur le plan coût-efficacité. Donc une méthode qui, d'emblée, s'est confrontée à la méthode scientifique. Alors, pour les usagers qui sont suivies par une équipe IPS, et donc elles sont suivies sur le temps. Le taux d'emploi aux États-Unis, le taux d'emploi moyen est de 67%. Donc les usagers qui sont suivis par une équipe IPS pendant des années, je veux dire, on voit progressivement, ils les trouvent, ils peuvent perdre, ils essayent plusieurs emplois, et petit à petit, on voit que pour la population desservie par cette équipe, le taux d'emploi est de 67%. Même des patients avec la schizophrénie et des limitations par des déficits cognitifs peuvent accéder à des emplois, mais on a un système aux États-Unis qui leur permet de garder une certaine partie de leur allocation, tout en, gagnant de l'argent, et donc ils travaillent quelques heures dans un emploi compétitif. Voilà. Les études européennes montrent une plus grande efficacité du modèle IPS du soutien à l'emploi par rapport aux approches traditionnelles de réadaptation, avec cependant un taux d'emploi moindre qu'aux États-Unis, 47%. Voilà. Alors, vous avez ici l'échelle de fidélité au modèle IPS. Et donc, pour pouvoir justement se confronter à la méthode scientifique, voilà. Il faut vraiment pouvoir démontrer dans quelle mesure la pratique que nous avons s'approche des principes du modèle IPS. Et donc vous avez 15 items, et pour chaque item c'est de 0 à 5 points, et tout est bien détaillé. Et donc il faut au maximum 20 dossiers, donc 20 personnes suivies activement par spécialistes en emploi. Ces personnes n'offrent que des services au niveau de l'emploi, et ils sont des généralistes de l'emploi, capables de mener pour un client toutes les phases du processus. Au niveau organisationnel, le spécialiste en emploi est intégré à l'équipe clinique. Mais intégré à l'équipe clinique, ça veut dire qu'une fois par semaine, il participe aux réunions cliniques. Et qu'en dehors de ça, il a des contacts réguliers avec les psychiatres, avec les case managers. Et donc, vous avez une explication de pourquoi quand on donne 1 point, 2 points, 3 points, 4 points ou 5 points à cet item-là. C'est une petite équipe de spécialistes en emploi. L'idée, c'est que ils soutiennent l'un l'autre, et ils peuvent. C'est un travail difficile parce qu'on est fort seul sur le terrain de l'emploi, mais se retrouver en équipe chaque semaine, échanger des conseils, se soutenir, c'est important. 0 critère d'exclusion, c'est l'idée que toute personne qui souhaite se réinsérer, qui a un handicap psychique, une maladie mentale sévère, mais qui souhaite se réinsérer, qui vient frapper à la porte du service, on l'accepte, et il n'y a pas de critères d'exclusion sur base de il consomme, il a des déficits cognitifs, ou on doute, voilà, c'est ce 0 critère d'exclusion. Et donc au niveau des services, évaluation continue en situation réelle de travail, recherche rapide, recherche d'emploi individualisée, diversité des emplois développés, et donc les emplois sont toujours en fonction des préférences et des intérêts des personnes, pas en fonction des emplois disponibles, permanence des emplois développés, des emplois comme transition, la personne peut avoir trouvé un emploi, et puis on peut aussi l'aider à quitter cet emploi, en trouver un autre, soutien continu, des services dans la communauté, et donc on dit que au moins 70% du temps de ces spécialistes en emploi, même chez nous, c'est sur le terrain de l'emploi, c'est pas dans les bureaux à l'hôpital de jour, et un engagement assertif. Donc c'est une méthode très active et volontariste vers l'emploi. Voilà. Alors je vous présente Chantal Van Oudenhoven, qui est une professeure à la KUL, qui gère un centre d'études, de recherche en santé mentale, et notamment fait beaucoup de travaux sur le rétablissement, et qui
a fait une étude utilisant cette échelle de fidélité au modèle IPS et, je veux dire, en Flandre, regardant toutes les institutions ou services qui offraient des services de réadaptation professionnelle, où ces services se situaient par rapport au modèle IPS de soutien en emploi. Et donc, qu'est-ce que cette recherche a montré en Flandre, bon, donc en la Belgique, il y a la Flandre, la Wallonie. La Flandre, c'est 7 millions d'habitants, la Wallonie, 5 millions, et puis vous avez Bruxelles, 1 million. Mais en Flandre, les structures de réadaptation professionnelle en psychiatrie ont un score à l'échelle de fidélité IPS trop bas pour être considérés comme offrant du soutien en emploi. Alors, si j'en viens aussi à parler de ça, c'est que depuis 1 an ou 2, je participe au niveau du ministère à des réunions par rapport à la problématique du travail, au niveau des instances, donc l'INAMI, c'est-à-dire Institut national maladie invalidité, et régulièrement on met à l'avant-plan modèle IPS, modèle IPS, modèle IPS comme solution, mais en comprenant vraiment pas toutes les implications. Et donc Chantal van Obenhof, depuis 10 ans, il y a 10 ans, elle avait déjà proposé que ce modèle puisse être utilisé, et elle revient avec ses études. Mais donc en Flandre, les structures telles qu'elles sont organisées, telles qu'elles offrent leurs services, n'arrivent pas à un service de soutien à l'emploi. Manque d'intégration des équipes de ces structures avec les équipes cliniques. Ça, c'est un point important à constater. Le principe de la recherche rapide n'est pas retrouvé. Aller rapidement au contact direct des employeurs sur le terrain de l'emploi compétitif soulève beaucoup de réticences et d'interrogations. Et puis, une autre particularité, c'est que ce qu'on appelle l'attribution externe, c'est-à-dire que on interviewe les professionnels et que, je veux dire, on attribue les causes de difficultés plutôt aux clients. C'est eux qui sont pas motivés, c'est leurs difficultés, plutôt qu'à leur façon, je veux dire, de prodiguer le service. Voilà. Je vous montre là une bonne dizaine d'années de ma vie professionnelle, de contact avec Marianne Farkas, avec l'Université de Boston, la traduction de livres, une formation que j'ai réalisée là-bas, la traduction aussi en français de la méthodologie de l'Université de Boston, et pour dire que nous avons démarré le programme de soutien en emploi à Charleroi après ma formation donc à l'Université de Boston, le certificat en réhabilitation professionnelle psychiatrique, pour que je puisse démontrer que ça pouvait fonctionner aussi à Charleroi. Et donc j'ai eu l'aide et la supervision de Marianne Farkas, de Debbie Nicoledis. C'est ainsi que nous avons commencé. Mais simplement pour vous dire ceci, c'est que nous sommes en contact avec l'équipe IPS de Montréal, et notamment avec le professeur Latimer, que j'apprécie beaucoup, qui est un professeur de psychiatrie, mais qui est un économiste, et que lui ne vous jure que par le modèle IPS. Et donc, lorsque nous sommes allés nous former là-bas, il nous a dit « Boston, oubliez ». L'approche de Boston, formez-vous à l'approche IPS, utilisez la méthodologie. Avec ceci, c'est l'approche de Boston n'a pas démontré son efficacité. Et donc là, j'étais, je veux dire, un peu interpellé par rapport à ça, et puis j'en ai fait part à Marianne Farkas, qui m'a permis de clarifier les choses. Et donc, si on parle de l'approche choisir, obtenir du soutien en emploi, de l'approche de Boston, c'est une approche, et notamment dans le registre du SAMHSA, des pratiques basées sur l'épreuve, l'approche du processus de l'Université de Boston, encore appelée l'approche choisir, obtenir, garder, est un processus guidant l'interaction entre un professionnel et une personne ayant une maladie mentale sévère. Basée sur une méthodologie, l'approche est centrée sur le client, fondée sur les forces, et vise à aider la personne à construire des relations sociales positives, à encourager l'autodétermination des objectifs, à connecter la personne aux services et soutiens dont elle a besoin, et à fournir un entraînement direct des habiletés afin de maximiser l'indépendance. Et puis, elle a continué.
quelque part, elle m'a écrit, elle m'a dit « Dites ça au professeur Latimer ». Donc l'approche de l'Université de Boston et la méthode scientifique. S'il est vrai qu'il y a eu très peu d'essais randomisés contrôlés sur l'approche choisir, obtenir, garder de la réhabilitation psychiatrique, il y en a quand même eu. La plus récente ayant été effectuée par Wilma Swindens et son équipe aux Pays-Bas et publiée en 2011. Deuxièmement, ce n'est pas le cas qu'aucun résultat n'a été démontré dans le sens de l'efficacité de l'intervention. Troisièmement, bien que quelques-unes des valeurs de la réhabilitation psychiatrique recouvrent celles présentes dans le modèle IPS, elles ont, après tout, été développées à proximité les unes des autres. L'approche choisir, obtenir, garder dote les professionnels des compétences pour mettre les valeurs en place au-delà de leur donner des cadres organisationnels et des principes directeurs. C'est-à-dire que le modèle IPS vous donne des principes d'organisation. L'approche de Boston vous donne les compétences pour accompagner la personne et pour, dans votre travail au quotidien, traduire les valeurs de la réhabilitation et les valeurs du rétablissement. Enfin, une des premières études sur le modèle IPS portait sur l'intégration IPS avec l'approche de la réhabilitation psychiatrique proposée par l'Université de Boston. Et donc, c'est vrai que moi-même, depuis que j'ai réalisé ce petit newsletter, j'ai fait mon chemin. L'approche de Boston, c'est une approche basée sur les valeurs, certainement, mais aussi sur des preuves. Le modèle IPS, c'est largement une approche, un modèle basé sur les preuves. Et je disais à Marianne encore hier, ce modèle a été designé dès le départ pour être confronté à la recherche scientifique, alors que le modèle de Boston est un modèle, je dirais, plus thérapeutique qui, je dirais, intégrait l'approche centrée sur le client et différents apports. Et à l'époque de sa conception, je veux dire, cette importance de baser des choses sur des faits vérifiables par la méthode scientifique était moins vrai. Par contre, je veux dire, ces dernières années, les choses ont évolué et des études ont été faites. Voilà. C'est peut-être une petite parenthèse, mais enfin, je crois qu'elle a son sens. Et donc, nous avons créé le programme Socrate Emploi en 2006 avec Silvano Guelui, un assistant social spécialiste en emploi et thérapeute centré sur le client. Et donc notre équipe est basée au niveau de l'hôpital de jour. Et croyez-moi, ça change beaucoup pour les usagers de l'hôpital de jour et aussi pour les professionnels. Parce que l'emploi, depuis que nous sommes là, devient, je veux dire, n'est plus considéré comme quelque chose d'extérieur, il faut déléguer, il faut renvoyer à d'autres structures, il est, je veux dire, intégré dans notre pratique. Et donc jusqu'en 2006, à partir de 2006, nous utilisons l'approche choisir, obtenir, garder du soutien à l'emploi, mais à partir de 2011, nous tentons d'intégrer les principes du modèle IPS. Et vous verrez, ce n'est pas si facile, mais nous avons la chance de pouvoir être supervisés par une équipe francophone de Montréal, supervision une fois par mois par Skype. L'équipe est allée là-bas, eux sont venus ici, et donc c'est un peu la chance que nous avons, et des professionnels francophones, de pouvoir aller sur place, accompagner des professionnels francophones, je veux dire, par rapport à ce type d'approche, parce qu'il y a pas d'équipe, je veux dire, francophone autre ou très peu. Je crois que il y a des choses qui se font, des accompagnements un peu de ce type-là, mais le fait de pouvoir, je veux dire, être coaché par une équipe francophone pour des professionnels de mon équipe, enfin, je veux dire, c'est important. Ça n'aurait pas été possible à Boston ou avec une équipe américaine, malheureusement. Ouais. Alors, le public que nous desservons, c'est des personnes qui souhaitent se réinsérer dans le monde du travail et qui sont suivies par un psychiatre qui marque son accord au projet d'insertion professionnelle, des personnes qui ont une maladie mentale sévère comme la schizophrénie, troubles schizoaffectifs ou comme des troubles bipolaires 1, 2, mais on a aussi des personnes avec un trouble obsessif compulsif, des attaques de panique. Pourquoi? Mais
on va jusqu'à 15%, parce qu'à l'hôpital de jour, nous avons des programmes qui sont des programmes thérapeutiques pour ces problématiques-là, et que les thérapeutes, souhaitent collaborer avec nous. Âge moyen 36 ans, un peu plus d'hommes que de femmes. Le niveau d'études, 60% au niveau du bac et au-delà. Donc viennent frapper à nos portes des gens qui ont des diplômes, qui, au moins qui ont le bac, et donc des personnes qui, pour des structures, ou des structures où on va pour être formé au métier traditionnel, c'est pas ça, leur demande. Ils souhaitent être accompagnés pour pouvoir trouver un emploi par rapport à leurs intérêts, au diplôme qu'ils ont. 73% ont un passé professionnel. Et au niveau du statut à l'entrée, 53% ont le statut d'invalide de mutuelle. C'est-à-dire ces personnes avaient un travail, avaient une capacité de travail, ont travaillé au moins 6 mois, sont tombés malades, et beaucoup ont une incapacité de travail derrière eux d'invalidité de plusieurs années, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. 23% chômeurs indemnisés, et en Belgique, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui ont une maladie mentale sévère et qui sont refusées par les mutuelles, et qui ne trouvent pas non plus de réponse au niveau de la reconnaissance comme personnes handicapées, et qui touchent les allocations de chômage. En Belgique, la situation, c'est que si on peut démontrer 33% d'incapacité de travail, on vous laisse, entre guillemets, en paix, et donc vous n'avez pas de plan de réinsertion. Malheureusement, chose qui a changé cette année. Ce qui fait que commence à émerger toute une série de personnes et de familles qui commencent à avoir très peur par rapport à l'arrêt des allocations de chômage. Et nous avons des personnes comme ça, souvent, qui ont des problématiques psychiatriques, qui, ont quitté la psychiatrie d'une façon ou d'une autre, déçus ou pour de multiples raisons, et qui réapparaissent de ce fait-là, parce que des pressions se font. Ils sont repérés par le service social du chômage, la MPE, comme chez vous, et nous sont renvoyés. Voilà. Alors, nous avons 3 spécialistes en emploi, 50 bénéficiaires suivis actuellement. Turnover au niveau des bénéficiaires plus marqué ces dernières années, et donc je crois qu'il y a notamment ce phénomène par rapport au chômage. Donc de 2007 en 2011, je peux dire que c'était une période un service pionnier, et donc il y avait tout certainement l'enthousiasme, et aussi le fait qu'en utilisant l'approche de Boston n'est pas braqué sur l'emploi compétitif. Et donc on avait tout un dispositif aussi de volontariat, d'alternatives qui permettait de trouver des réponses à beaucoup plus de personnes. Mais à partir du moment où on a commencé à se former au modèle IPS, nos instructeurs disaient vous enlevez tout ce qui n'est pas l'emploi compétitif et vous mettez toutes vos forces sur l'emploi compétitif. Alors ça a eu comme conséquence qu'une des spécialistes en emploi nous a quittés en disant écoutez, moi je me reconnais pas là-dedans, et que les choses sont devenues vraiment plus difficiles, parce qu'on est là au cœur, avec l'emploi compétitif, l'accès à l'emploi compétitif, c'est le moment crucial qui dit ou bien la méthode marche ou bien la méthode marche pas, parce que vous pouvez mettre quelqu'un pendant 1 an, 2 ans, 3 ans en formation, tout ça se passe très bien, mais quand arrive le moment de dire bon, va-t-elle trouver un emploi, allons à l'emploi, et donc voilà. Et donc beaucoup plus de pression, et donc actuellement, parmi les personnes qui sont desservies par notre service, 15% sont dans un emploi compétitif, 17% sont dans des formations qualifiantes dans le milieu ordinaire du travail, donc ça c'est important aussi, et les autres ont projet en cours, ça veut dire qu'ils ne font rien, ils font des stages, ils sont en action. Voilà. Et donc je vous donne ici quelques exemples d'emplois
Jean-François, électricien, Sophie, secrétaire direction d'un cabinet d'avocats, Geoffrey, agent de sécurité, Benjamin, agent checking à l'aéroport de Charleroi, Véronique, secrétaire de direction dans une administration communale, Quentin, ouvrier d'entretien, parc et forêt, Laurence, employé en codage, service d'imagerie médicale, enfin bref, donc vous avez le type d'exemple. Et donc, une caractéristique du modèle IPS, c'est de dire on va chercher l'emploi en fonction des préférences, des intérêts des personnes. Il n'y a pas un pool d'emplois disponible dans lequel on met les personnes, mais on va à la recherche des emplois qui correspondent aux intérêts, aux préférences des personnes. Voilà. Et je vous rappelle les principes IPS. Le seul objectif est l'emploi compétitif dans le marché ordinaire du travail. Deuxième principe, la recherche est rapide en limitant au maximum la préparation. Troisième principe, les préférences de la personne sont prises en compte. Quatrième principe, l'exclusion zéro. Le seul critère d'éligibilité est le désir de travailler de la personne. Autre principe, le spécialiste en emploi est intégré dans l'équipe clinique. L'emploi complète le traitement. Autre principe, le soutien est individualisé et à durée déterminée. Et le dernier principe, c'est la décision est partagée. C'est-à-dire qu'il est important de mettre au courant la personne sur les dangers, les risques qu'elle court par rapport à ses avantages, aux allocations qu'elle a, de changer de statut. Et donc, c'est une démarche, enfin, cet aspect-là extrêmement, je dirais, important dans l'accompagnement de ces personnes. Voilà. Alors, voilà. D'abord pour vous dire que être agent IPS, c'est pas un métier facile, parce que et puis c'est pas facile pour les usagers non plus. Franchement, je veux dire, je les rencontre assez régulièrement, notamment dans un groupe d'entraide. Chapeau, je veux dire, ces personnes, je veux dire, se mettent, enfin, affrontent le milieu du travail, c'est pas facile. Ils essuient des refus, je veux dire, franchement. Mais pour les spécialistes en emploi, c'est pas un métier facile aussi. Ils doivent posséder beaucoup de compétences, connaître la législation, être aussi sensibilisés pour la gestion de la maladie et des symptômes. Je veux dire, être capable d'évaluer dans le milieu ordinaire, de soutenir dans l'emploi, de suivre les gens en dehors des heures de travail si les personnes ne veulent pas révéler leur incapacité, et donc il faut une grande flexibilité au niveau des heures. Vous êtes 70% de votre temps sur le terrain, donc vous rencontrez les personnes à l'heure de midi, à la pause, ou après à 4-5 heures, et donc les horaires, je veux dire, sont extrêmement souples, donc c'est un métier effectivement pas facile. Le zéro exclusion est quelque chose qui est, je veux dire, moi, toujours posé problème, mais je veux dire, je le comprends comme ça maintenant. Le zéro exclusion, c'est par rapport à ceux qui sont suivis par une équipe clinique et je veux dire, donc ces personnes-là, on prend toute personne qui vient frapper à la porte. Parce que ce qui se passe actuellement, donc on a des personnes qui frappent à notre porte, qui sont, je veux dire, ne sont plus en contact avec la psychiatrie alors qu'ils ont besoin et de traitement et de soins et d'évaluation, et donc reposent sur les spécialistes en emploi d'autres tâches de case manager qui finalement, je veux dire, les rendent moins disponibles. Et donc l'idéal du modèle IPS pour qu'il fonctionne très bien, c'est qu'il dessert la population de personnes, enfin je veux dire du secteur psychiatrique et qui sont suivies, dont le traitement est assuré et qui ont un psychothérapeute, qui ont un psychiatre. À ce moment-là, le modèle peut vraiment déployer toute son efficacité, je dirais, sur le plan clinique. Les spécialistes en emploi, l'idéal ne devrait faire que des tâches liées à l'emploi, mais c'est pas le cas. L'emploi compétitif comme un seul objectif. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, les études ont montré que avant de trouver l'emploi, le bon poste qui leur convient, les personnes essayent 4 à 5 emplois. Bon. Alors la situation est très différente au Canada, aux États-Unis que par chez nous, je veux dire, dans le sens où l'accès à un emploi est beaucoup plus facile, créer un emploi est beaucoup plus facile, perdre un emploi est beaucoup plus facile, retrouver un emploi est beaucoup plus facile. Chez nous, il y a une sécurité de l'emploi, il y a des règles et on ne crée pas de l'emploi, je veux dire, aussi facilement. Donc le contexte est différent et je veux dire,
cet aspect, hein, aller directement, je veux dire, à l'emploi sans préparation est difficile, d'autant plus qu'on constate, c'est depuis un an, hein, que beaucoup de personnes abandonnent après 3 mois. Hein, c'est-à-dire cette confrontation au marché de l'emploi, alors qu'ils venaient désireux et souhaitant s'intégrer dans le monde de l'emploi, dans le processus, je veux dire, ils abandonnent. Et pour nous, c'est toute la question, quelle préparation faut-il, hein, en quoi consisterait la préparation qui les aiderait à, je veux dire, à mieux progresser. Et donc, voilà, repenser la préparation. L'agent IPS fournit un encouragement régulier à se retrouver vers le travail. Et donc ça, c'est le fait qu'un agent, un spécialiste en emploi, soit inclus dans les équipes cliniques. Ça change vraiment la donne. C'est-à-dire que les équipes cliniques sont davantage sensibilisées à l'emploi et plus rapidement pensent à l'emploi, hein, pour, je veux dire, les usagers, notamment au niveau de l'hôpital de jour ou les différentes structures. Et c'est moins enclin à reporter à plus tard. Voilà. Les préférences et les choix des personnes, et donc ça c'est important, et l'idée là-bas de l'inclusion sociale, d'emblée, la socialisation des environnements ordinaires, mais je dirais que le soutien en emploi, hein, privilégie des environnements ordinaires, que ce soit l'approche de Boston, le modèle IPS, hein, c'est des emplois de formation, enfin des opportunités de formation et de travail dans le milieu ordinaire, dans le milieu, hein, je veux dire, comme tout à chacun. Voilà. Et ma conclusion. Dans l'offre de services du système de santé mentale, un service devrait être disponible pour les personnes avec une maladie mentale sévère qui désirent se réinsérer dans le monde ordinaire du travail, c'est le soutien en emploi. C'est ma conviction. Maintenant, il y a encore du chemin à faire. Concernant les services traditionnels de réadaptation professionnelle, ils pourraient se réformer en s'inspirant du soutien à l'emploi, collaboration étroite, améliorer la collaboration entre le spécialiste en emploi et l'équipe clinique de l'usager, tenir compte des préférences, des intérêts de l'usager, d'imiter la préparation, une démarche individualisée, active et volontariste avec l'usager sur le terrain de l'emploi vers les employeurs, mettre davantage de moyens dans les phases de placement et de maintien dans l'emploi, sont des choses qui commencent à bouger. Hein. En Belgique, le concept de, je veux dire, d'avoir un coach qui finalise alors après les formations et qui aille et fait l'accompagnement sur le terrain à la recherche d'emploi, ça fait son chemin. Et pour notre financement à nous, au niveau de l'assurance maladie, on a des ouvertures pour, au cas par cas, être financé pour assurer le coaching des personnes. Et tout ça, bon, il faut remettre un dossier, et si c'est accepté, ben on reçoit une certaine somme d'argent pour accompagner telle personne, hein, et pour tous les, je veux dire, le coaching qu'on peut, je veux dire, offrir. Voilà. Merci. Ma question, c'était ça. C'est qu'est-ce qui fait que, dans un pays limitrophe comme le nôtre, on n'arrive pas à avoir d'exportation, de transfusion de ce type d'idées. Vous savez comment ça se passe chez nous. On envoie les gens en formation, ensuite on les envoie au Pôle emploi, puis ensuite le Pôle emploi les envoie en D-Job, qui les envoie à une structure, où ils voient la psychologue pour voir si c'est bien, alors qu'ils voient déjà la psychologue dans les CMP, et pour finalement se décourager, montrer un mouvement dépressif, être réhospitalisé et repartir, alors que vous avez vraiment à proximité un modèle pragmatique. Oui. Vous avez entendu aussi qu'on est encore loin en Belgique, hein, de cette pratique du soutien en emploi. Hein, l'étude de Chantal Van Odehaut va démontrer qu'il y a encore du chemin à faire pour changer les pratiques, et c'est vrai en Wallonie aussi. Bon, même si des choses évoluent, hein, même si le modèle est reconnu, est accepté, cet accompagnement. Hein, même si, je veux dire, dans la réforme belge, cette notion de coach, donc d'ajouter un coach, hein, qui accompagnera les personnes sur le terrain, et même pouvant l'accompagner rapidement sans que la personne doive dans le centre, hein, passer des mois. Donc ça fait son chemin. Mais il y a encore, je veux dire, beaucoup de chemin à faire. Ceci dit, quand vous dites que ça ne passe pas les frontières, bon, je suis formateur et je voyage à travers la France. Il y a des expériences similaires en France. Hein, je veux dire, la France est un patchwork de secteurs, mais je peux vous dire qu'il y a des expériences
je veux dire, de soutien en emploi, je veux dire, qui se passe en France. Donc voilà, faut rester très modeste. C'est un mouvement qui est aussi le mouvement un peu plus, enfin, dans tous les pays quand même, et on en parlait, c'est que l'offre de services, on la met sur le terrain, et qu'on aille plus directement dans les environnements ordinaires, et donc ça repose sur des petites équipes d'accompagnement, sur des petites équipes de spécialistes en emploi qui sont en coordination étroite avec les cliniciens. Donc voilà, les pratiques changent, et maintenant le tout c'est comment financer tout ça, comment réformer les structures qui existent sans bousculer les choses. Mais en Belgique, c'est exactement la même chose que chez vous. Réformer n'est pas une mince affaire. Merci beaucoup. Donc je vois déjà beaucoup de mains qui se lèvent dans la salle. Il y a Yann, il y a... Et puis là-haut aussi, oui. C'était juste pour dire que quand on est formé en psychiatrie classiquement, enfin quand on est dans le travail en psychiatrie, le modèle dominant, moi que j'avais connu pendant des années, c'était les ESAT, les anciens CAT, avec l'idée que les patients, il y avait que ça pour eux en gros. C'est quand j'ai entendu Guy la première fois avec des chiffres à l'appui, je crois que les études scientifiques c'est extrêmement important. Et qui prouvait que ce modèle est un mauvais modèle. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques patients pour qui c'est bénéficiaire, mais la majorité, c'est autre chose. Et nous, donc, en Alsace, on avait une association qui est intéressée, qui est partie se former chez toi. Et les résultats sont assez extraordinaires. J'ai vu des patients, on n'aurait pas misé un copec sur leur réinsertion, qui retravaillent, qui vont très bien. Et on voit que je pense pas que c'est forcément les équipes cliniques qui doivent, dans les services cliniques, parce que nous, c'est une association extérieure. Les services de l'hôpital, de façon dominante, les services sociaux, pensent que les patients, c'est mieux des ESAT, parce qu'une fois qu'on les a casés, on n'a plus à s'en occuper. Et après, on attend des années qu'ils soient casés, mais ils sont jamais assez bien pour qu'on les mette. C'est comme ça qu'ils pensent. Alors que les services extérieurs sont plus dynamiques, cherche dedans, et on a eu des très belles réinsertions en collaboration avec les services cliniques, justement, qui étaient avec, qui pouvaient soutenir. Et donc, je peux dire que ce système marche. Il y a des gens, j'aurais jamais imaginé il y a quelques années qu'ils auraient pu travailler. Ils travaillent, ils sont stables, ils vont bien, on a réduit des réhospitalisations. Voilà, c'était juste pour dire ça. Alors, Marianne, qui a une question. On a aussi appris que la monnaie alsacienne, c'est le copec, c'est ça? Deux petits commentaires. Première, et nous avons discuté déjà, cette discussion de qu'est-ce que c'est choisir, obtenir, garder et IPS, pour nous est un peu une discussion technique parce que nous travaillons ensemble. Ces deux modèles sont intégrés à plusieurs reprises. Et pourquoi? Parce que les principes doivent être mis en pratique. Il y a beaucoup de cliniciens, des praticiens, des gens qui ne sont pas commencé leur pratique comme employés, spécialistes en emploi, qui ne savent pas comment assister la personne à identifier son intérêt. Alors que ce que nous essayons de faire est d'enseigner les gens comment faire ça. La première chose que je voulais dire, c'est que si on met les habiletés de praticien avec une personne de ce que vous appelez le choisir, obtenir, garder, avec la structure de IPS, on a une méthode pour changer la pratique qui est aussi plus forte. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans ces jours-ci où l'économie, je ne sais pas le mot en français, est très limitée, où nos taux d'emploi sont très hauts chez nous, pour nous. Nous avons commencé aussi à ajouter les enseignements ou soutien dans les métiers de entrepreneurship. Entrepreneuriat et microfinancement. Pour commencer des petites entreprises du travail quand il n'y a pas assez de travail dans le marché ouvert. Et ce n'est pas une entreprise protégée, c'est une entreprise comme n'importe autre, mais c'est une autre sorte de développement où on utilise les principes de IPS, mais dans le service de entrepreneuriat. Oui.
Bon, merci Marianne. Ouais. Oui, bonjour. Je viens aussi de la Belgique. Ah. Et de la Flandre. Oui, la Flandre. Le service, je connais Chantal. Le service, vous connaissez Chantal. GTB, oui. Je connais le modèle IPS, mais j'ai une question. Je pense souvent que dans le modèle, on a fixé sur la personne qui cherche du travail. Hein? C'est son responsabilité, c'est vrai. Mais je pense que on a peu fixé sur que l'employeur doit faire. Je pense que l'employeur aussi est un partenaire très spécial, très nécessaire dans tout le process. Et dans le modèle, je ne vois pas la responsabilité ou responsabiliser l'employeur. Et je pense avec le système ou les idées de People, Planet, Profit, on peut un peu changer ça, que l'employeur est aussi un partenaire dans tout le trajet de trouver du travail. Oui, par rapport au modèle IPS, est-ce que vous basez sur ce que je vous ai dit ou vous avez une connaissance du modèle? J'ai une connaissance, j'ai travaillé dans le study que vous... dans l'étude que je connais, Jérôme, ça oui. Vous avez participé à cette étude, oui. Parce que, donc... au niveau des employeurs, il y a un gros volet du travail du spécialiste en emploi de démarchage au niveau des employeurs, d'un travail de déstigmatisation par rapport aux employeurs. Et donc, là, peut-être que j'ai pas fait apparaître cela, mais c'est très clair dans la littérature et dans la formation. Par exemple, donc Marie-Sylvie Saint-Pierre, la formatrice, j'assistais à cette supervision. Elle avait, demandé à nos spécialistes en emploi de prendre une journée par semaine et d'aller faire du démarchage au niveau des employeurs pour prendre le pouls de la situation au niveau des employeurs. Et elle avait dit, écoutez, vous prenez une avenue, et vous allez faire tous les commerces, entreprises de cette avenue. Et donc la notion de travailler étroitement avec les employeurs, elle est très présente dans IPS. Et l'accompagnement et dans le soutien en emploi, c'est l'idée. C'est l'employeur, l'usager et le spécialiste en emploi. Lorsque l'usager accepte de révéler, son handicap. Et donc, dans le modèle IPS, on parle beaucoup de ce travail et du soutien de l'employeur. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, l'employeur est pris en considération et c'est une grosse partie des compétences du spécialiste en emploi, de connaître le marché du travail, de ce contact avec les employeurs, de la négociation avec les employeurs, de former les employeurs, de donner des conseils, d'aller sur place au niveau du travail, pour coacher les employeurs, pour être, pour pouvoir mieux se débrouiller avec telle personne et ses caractéristiques. Voilà. Oui, c'est un peu comme ça, mais ce que je veux dire, c'est la personne qui cherche de l'emploi à une certaine distance de l'employeur, on disait, souvent. Mais l'autre est aussi vrai. L'employeur a aussi une distance vers la personne qui cherche du travail. Et c'est ça avec les comment tu dis, les préjugés. Oui. Je pense qu'on a besoin des campagne pour informer l'employeur ce que c'est possible, que ce sont des gens qui ont des talents qu'on n'emploie pas dans une situation qu'on a besoin des talents et de tout le monde. Oui, mais tout à fait. Non, mais je suis franchement de ce que vous dites, à la fois j'adhère et je peux vous dire qu'en Wallonie, il y a, du côté de Liège, ça s'appelle Article 21 et c'est toute une équipe et ils ont fait
donc pendant 2-3 ans, avec des fonds de la Fondation Roi Baudouin, ils font des enquêtes au niveau des employeurs par rapport à ce public-là et recueillir les préjugés et découvrir que les préjugés sont pas ce qu'on croit. Hein, il y a, je veux dire, c'est pas étonnant je veux dire, de contacter les employeurs et de voir, hein, je veux dire, leur opinion et tout ça, et de se rendre compte que cette opinion n'est pas celle qu'on imaginait, bien au contraire. Une question là, puis après... J'aurais souhaité vous demander, s'il vous plaît, monsieur, quel type de contrat vous obtenez des employeurs pour ce type, pour ces personnes qui cherchent à se réhabiliter et cherchent à vivre de leur travail. Oui. On sait que travail veut dire salaire, et qu'évidemment la motivation et la valorisation de la personne passe aussi par ce qu'elle reçoit à la fin du mois. Or, il faut quand même reconnaître qu'ici, souvent, ça passe par un schéma un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va, à partir de la somme que la personne va recevoir par son travail, modifier évidemment la hache ou la période d'invalidité. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que c'est le même format? Ou est-ce que du fait de chercher un emploi compétitif, entre guillemets, va permettre à cette personne d'accéder à un contrat d'emploi normal, donc à un salaire normal? Oui. Merci. Alors, donc, 2-3 choses. D'abord, je ne sais pas si vous avez vu, le public que nous avons, très peu ont l'allocation handicapée. Et donc, on a quand même 53% de notre public qui sont des personnes qui ont travaillé dans le milieu ordinaire et qui ont été mis en invalidité en raison de la maladie. Et donc, ces personnes touchent des indemnités mutuelles. Alors, le gros problème, c'est, mais maintenant les choses sont en train d'évoluer, c'est où on est capable, on n'est pas capable de travailler. Hein, et donc, la transition n'est pas facile, n'est pas conçue par les assurances. Mais je peux vous dire que depuis 2 ans, les assurances travaillent sur une façon, je veux dire, d'adapter le processus et de périodes où, je veux dire, si d'une année au moins ou 2 ans, si la personne devrait retourner en invalidité, elle récupérerait tous ses droits. Donc ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas avec l'allocation handicapée. Pour l'allocation handicapée, effectivement, c'est un peu le même système que vous, je veux dire, si elle doit adapter. Si elle gagne de l'argent, c'est peut-être pris d'une autre façon, et donc ça crée beaucoup d'insécurité et de complications. Mais c'est la même chose aux États-Unis, je veux dire au Québec. C'est-à-dire au Québec, par exemple, les personnes qui ont des allocations peuvent travailler un emploi, garder leur allocation, mais ne pas gagner plus de 100 €. Et s'ils dépassent cette somme, on déduit. Mais alors, ça crée beaucoup d'insécurité, de paperasserie, et donc voilà. Il y a des inconvénients, des gros inconvénients comme ça. Il y a les pièges à l'emploi. Je veux dire, quand sur la mutuelle vous gagnez 1400 € et que au niveau d'un emploi, vous ne pouvez espérer que 1200. C'est clair que vous avez préféré rester entre guillemets sur la mutuelle. Et donc on découvre toutes ces choses-là. Les systèmes sont cloisonnés. Il y a des règles. Il y a de la paperasserie. C'est difficile et compliqué. On prend une toute dernière question. Alors, il y en a une là. Alors, oui, mais il n'y a qu'un micro. Là, vous vous débrouillez. Une dernière question. Juste une petite question, savoir au bout de combien de temps et comment ça se passe au bout d'un moment pour les laisser travailler tranquilles, quoi. C'est-à-dire pour qu'ils travaillent je dirais, sans plus avoir besoin de vous. Est-ce que c'est du cas par cas, je veux dire, franchement, je veux dire, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des personnes qui n'ont besoin que d'un petit coup de pouce pour être mis en selle et repartir et ne souhaitent pas
de suivi. Et puis pour d'autres, où ça va être, je veux dire, il faudra beaucoup plus de soutien, ce sera plus laborieux. Mais franchement, je peux vous dire, c'est du cas par cas, et ça n'a rien à voir avec le diagnostic aussi, ces éléments-là. Et ça, vous le présentez comment aux personnes que vous accompagnez dès le départ? Vous leur dites on va faire un bout de chemin ensemble, ou alors Oui, non, il y a une séance de présentation du modèle, il y a des brochures expliquant la façon de travailler, et c'est répété, puisque c'est un suivi individuel. Le spécialiste en emploi répète à chaque fois la méthodologie, ce qu'on fait. Beaucoup de personnes arrivent au départ en disant écoutez, donnez-moi un emploi. Bon, on leur explique que ça ne fonctionne pas comme, je veux dire, de cette façon-là, mais gentiment, on leur explique le modèle, on parle aussi des étapes, je veux dire, pour progresser, voilà, alors, oui, ça fait partie du travail que de préparer la personne, et les personnes ne peuvent pas, en frappant à la porte d'un service de soutien en emploi, sucer de leur pouce, qu'est-ce qu'on fait dans ce service? Et donc, il y a toujours de l'information et de comprendre petit à petit quelle est la façon de travailler et comment on va travailler ensemble, en partenariat. D'accord. Allez, alors une courte question qui appelle une courte réponse. Oui, c'est uniquement par rapport au congrès qui a eu lieu au Luxembourg, qui a réuni les principaux protagonistes européens de la remise à l'emploi. Ils conseillaient une seule chose aux personnes, c'est de surtout jamais dire qu'ils avaient un trouble psychique. Bon, c'était un peu... La deuxième témoignage que je voulais te donner, c'est que on a un système de remise à l'emploi dans les municipalités à Lille pour les gens qui ont des handicaps psychiques lourds. Voilà. Et dans les municipalités, ça marche. Donc l'intégration avec la hache et compagnie. Il a été décidé d'essayer d'aller vers les entreprises. Et ils ont 234 entreprises contactées. Une seule réponse peut être positive. Alors moi, je crois que la stigmatisation n'est pas prête d'arrêter. Voilà. Partout dans le monde.